Mon nom est Lucie. Je vais vous guider dans la découverte de l'œuvre de Lucius Apuleius, dont le narrateur Lucius raconte l'histoire des aventures de Lucius, c'est lui-même, en Thessalie. Vous l'aurez compris, il y a du méta dans les métamorphoses. Plusieurs épisodes ont été sélectionnés dans lesquels se déploient les forces de la magie et les pratiques de la sorcellerie. Ils seront lus en alternance par un groupe comprenant des membres de la HEPVO et de l'Université de Lausanne et par une classe de deuxième année de latin au gymnase de Morges. Une récitation filmée, 2 groupes séparés réunis par un montage, des auditeurs à distance. Les virus en forme de couronne nous contraignent cette année à adopter ce format après que cet événement initialement prévu en 2020 dans le cadre du festival européen latin-grec a dû être une première fois annulé. Pour commencer, nous allons écouter la première histoire, celle d'Aristomène. Lucius se rend en Thessalie pour affaires. En chemin, il croise 2 voyageurs et devient leur compagnon de route. L'un d'eux, Aristomène, raconte ses aventures. À Hypata, ville thessalienne, il a croisé son ancien collègue Socrate, devenu clochard. Aristomène le réconforte et Socrate lui raconte son aventure. Rentrant de Macédoine, où il s'était enrichi, il s'est fait dévaliser par des brigands. Accueilli par l'aubergiste Méroé, il est d'abord traité avec bienveillance, puis réduit à l'état de clochard. Socrate aimerait se faire plaindre par Aristomène, mais Aristomène a une autre réaction. Bon sang, tu mérites bien de subir le pire, s'il y a quelque chose de pire que ce qui vient de t'arriver. Préférer les voluptés d'une catin d'Hécatie à ton foyer et à tes enfants? Socrate posa son index sur sa bouche avec une mine atterrée. Taci, taci, bada come ne parli, è una donna soprannaturale. Modera la lingua se non vuoi tirarti addosso un grosso guaio. Qu'est-ce que tu me chantes? Quelle sorte de femme est-ce donc que cette super reine des cabaretiers? Una strega e un'indovina. Può tirare giù il cielo e appendere la terra, pietrificare fonti e liquefare monti, portare al cielo i fantasmi e gli dei sottoterra, spegnere le stelle e fare luce proprio in pieno Tartaro. Je t'en prie, range-moi ce rideau de tragédie, replie ta tenture de théâtre et parle comme tout le monde. Vuoi sentirne una o anche un'altra, o anzi molte, fra le sue varie imprese? Infatti, fare sì che si struggano per il suo amore non solo i conterranei, ma anche gli Indi, gli Uni e gli altri etiopi, gli antipodici stessi. Per lei è una stupidaggine della sua arte, è un semplice scherzo. Ma sta a sentire che cosa ha combinato e sotto gli occhi di molti. Un suo amante l'aveva tradita con un'altra. Per questo, con una sola parola, lo tramutò in castoro, animale che per paura d'essere catturato si libera degli inseguitori tagliandosi i genitali. E lei lo ha fatto perché la stessa cosa accadesse anche a lui. C'era poi un oste vicino e perciò suo concorrente. Lo ha tramutato in rana e ora quel vecchio è lì che nuota in una botte del suo vino e immerso nella feccia se ne sta roco a chiamare i suoi antichi avventori con premurosi gracidii. Quanto a un altro, un avvocato, visto che aveva preso la parola contro di lei, lo tramutò in ariete e ora quell'ariete tratta cause. E sempre lei, poiché la moglie di un suo amante, che era incinta, l'aveva insultata con un po' troppa virulenza, le sbarrò l'utero e rallentando il feto l'ha condannata a gravidanza perpetua. Così che, secondo quanto calcola la gente, quella poveretta sono già 8 anni che si ingrossa per quel carico, come se dovesse partorire un elefante. E visto che dopo di lei furono danneggiati anche molti altri, venne crescendo sempre più l'indignazione pubblica e si stabilì di vendicarsi di lei lapidandola l'indomani senza pietà. Decisione che lei prevenne con i suoi incantesimi. E come la famosa Medea,
ottenuta da Creonte la dilazione di una sola giornatucola, con le fiamme della corona donata gli aveva bruciato tutta la casa, figlia e vecchio medesimo compresi, così Meroe, come mi narrò ubriaca di lì a poco, dopo aver celebrato su una fossa alcune sue maledizioni sepolcrali, con la muta violenza delle sue potenze divine, rinchiusi tutti nelle proprie case. Sicché per 2 giorni interi non fu possibile né forzare le serrature, né scardinare i battenti e neppure sfondare le pareti. Fintanto che, esortandovisi gli uni gli altri e all'unisono, si misero a chiamarla ad alta voce, giurando il più solennemente possibile che non solo non avrebbero alzato le mani su di lei, ma se anzi qualcuno l'avesse pensata diversamente, l'avrebbero salvata con il loro aiuto. E così rabbonita sciolse dall'incantesimo l'intera città. Quanto però al responsabile di quel complotto, a notte fonda lo traslocò con tutta la casa, vale a dire le pareti e lo stesso terreno e tutte le fondamenta, così come si trovava, chiusa, in un'altra città 100 miglia lontana, e proprio sulla più alta cima di un monte ripidissimo, e perciò quanto ad acqua quasi sterile. Ma le case di chi ci abitava erano tanto fitte da non lasciare spazio al nuovo ospite. Allora mollò la casa là fuori, davanti alla porta della città, e se ne andò. C'est incroyable ce que tu me racontes là, Socrate. C'est vraiment horrible. Tu m'as fichu une de ces frousses. Je dirais même que tu m'as fiché la peur dans le cœur. Et pas avec une épine, avec un épieu. Si jamais la vieille recommence, qu'elle se sert de ses pouvoirs divins et qu'elle découvre de quoi on a parlé. Vite, mettons-nous au lit, et quand nous serons reposés, filons d'ici le plus loin possible, avant le lever du jour. Je n'avais même pas fini avec mes conseils que mon brave Socrate dormait déjà et ronflait profondément, assommé par une ivresse inhabituelle et une fatigue extrême. Alors, je tirai la porte et fixai les verrous. J'allai jusqu'à placer mon grabat derrière les gonds, je le calai tout contre et m'allongeai dessus. D'abord, comme j'avais peur, je restai réveillé un bon moment. Aux alentours de la 3e veille, mes yeux finirent par se fermer tout doucement. Je m'étais juste endormi quand brusquement, sous une poussée bien trop violente pour faire penser à des brigands, les portes s'ouvrirent. Ou plutôt, elles volèrent en éclats, les gonds brisés et complètement arrachés. Sous la violence du coup, mon minuscule grabat, déjà amputé d'un pied et tout vermoulu, se renversa. Je roulai à mon tour, basculai à terre, le lit retomba à l'envers et me recouvrit comme une carapace. Je compris alors que certaines émotions se manifestent naturellement par des effets inverses. Car de même qu'on pleure parfois de rire, de même, terrifié comme je l'étais à cet instant, je ne pus m'empêcher de rire d'Aristomène métamorphosé en tortue. Et tandis que je restais couché sur le sol, guignant de dessous, l'astucieux couvert de mon grabat pour épier ce qui se passait, je vis 2 femmes d'un âge assez avancé, l'une portant une lampe allumée, l'autre une éponge et une épée dégainée. Cet outillage en main, elles prirent position autour de Socrate, qui dormait profondément. Celle avec l'épée s'exclama « Eccolo qui, Pantia, sorella, il mio caro Endimione. Eccolo il mio Ganimede che notti e giorni ha abusato della mia età tenerella. Lui che ficcandosi il mio amore sotto i piedi non solo sparla di me e mi calunnia, ma addirittura prepara la fuga. E certo io, come Calipso abbandonata dall'astuzia di Ulisse, dovrò starmene lì a piangere un'eterna solitudine. » Après quoi, elle tendit la main et me désigna à sa sœur Pantia. E questo bravo consigliere, Aristomene, che ha architettato questa fuga e ora prossimo alla morte giace già prostrato a terra, accucciato sotto il lettuccio e sta a guardare tutte queste cose,
ritiene di potersela cavare impunemente dopo gli affronti che mi ha fatto. Ma vedrò poi, anzi fra poco, anzi perché non subito, di fare sì che si penta di quanto è stato pronto di lingua prima e della sua curiosità di adesso. Quand j'entendis ça, pauvre de moi, je fus inondé d'une sueur froide. Mes entrailles furent secouées de spasmes et de convulsions, au point que mon grabat se mit à sauter et à tressauter sur mon dos. L'exquise Panthia prit alors la parole. Warum wollen wir ihn nicht also zuerst, wie Bacchantinnen, in Stücke reißen, Schwester, oder ihm die Beine festbinden und sein Gemächt abschneiden? À ces mots, Méroé, car je devinais que c'était son nom, qui collait parfaitement à ce que Socrate m'avait raconté, lui répondit. Meglio di no, che sopravviva almeno lui per poter spargere un po' di terra sul corpo di questo poveretto. En reversant la tête de Socrate du côté droit, elle lui enfonça la lame dans la gorge, à gauche, entièrement jusqu'à la garde. Puis elle approcha un petit flacon en cuir pour recueillir le sang qui jaillissait, en prenant grand soin qu'il n'y ait pas la moindre goutte nulle part. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Après quoi, pour ne pas enfreindre, je suppose, le rituel du sacrifice, elle enfonça sa main dans la plaie tout au fond des entrailles et se mit à y fouiller la douce Méroé pour en extraire le cœur de mon malheureux camarade. Lui, la gorge tranchée par le coup de poignard, il laissait échapper un son, ou plutôt un sifflement imperceptible à travers sa blessure et rendait son souffle en gargouillant. Alors Panthia colmata la plaie avec l'éponge, là où le trou était le plus gros, avant de prononcer « Hör, du Schwamm im Meere geboren, hüte dich, über einen Fluss zu gehen. » Après avoir prononcé cette formule, toutes deux repoussèrent mon grabat, s'accroupirent au-dessus de mon visage, jambes écartées, et vidèrent leur vessie en m'inondant de leur urine immonde. Elles avaient à peine franchi le seuil que les portes se redressèrent et se remirent en place, intactes. Les gonds retrouvèrent leur charnière, les barres rejoignirent les chambranles, les verrous regagnèrent leurs crochets. Et moi j'étais là, toujours étalé à terre, assommé, nu, frigorifié, trempé d'urine, comme si je venais de sortir du ventre de ma mère. Ou plutôt non, j'étais à moitié mort et en même temps mon propre survivant, un être posthume. En tout cas, j'étais un bon candidat à une crucifixion inéluctable. Que va-t-il m'arriver quand on le trouvera là, au matin, la gorge tranchée? Qui croira que je dis vraiment vrai? Tu aurais au moins pu appeler à l'aide si tu ne pouvais pas résister à une femme costaud comme tu es. On égorge un homme sous tes yeux et tu te tais? Pourquoi n'as-tu pas été saigné comme lui? Pourquoi ces monstres de cruauté ont-elles épargné un témoin susceptible de les dénoncer? Bon, puisque tu as échappé à la mort, retourne-y. Pendant que ces pensées tournaient en rond dans ma tête, la nuit cheminait vers le jour. Il me sembla finalement que la meilleure chose à faire était de filer en douce des potrons minets et de déguerpir, même sur des jambes toutes flageolantes. Je saisis ma sacoche, j'introduisis la clé, tirai le verrou. Mais cette porte loyale et fidèle qui, pendant la nuit, s'était ouverte d'elle-même, fit preuve de la plus grande réticence. Quand j'y eus enfilé la clé à plusieurs reprises, elle finit par céder. J'appelai le portier. « Ohé, où es-tu passé? Ouvre la porte de l'auberge. Je veux partir avant le jour. » Lui qui était couché sur le sol, derrière l'entrée, me répondit encore à moitié endormi. Wie? Weißt du nicht, wie die Wege von Räubern unsicher gemacht werden? Dass du zu so nächtlicher Zeit den Marsch antrittst? Denn wenn du auch vielleicht Lust hast zu sterben, weil du dir einer Schandtat bewusst bist, mein Schädel ist nicht so hohl wie ein Kürbis, dass ich für dich sterben möchte. Il va bientôt faire jour. Et d'ailleurs, que veux-tu que des brigands prennent un voyageur miséreux comme pas de... Espèce de cornichon, un homme nu ne peut pas être dépouillé, même par 10 athlètes. Tu ne le sais pas?
À quoi l'autre, à demi assommé de sommeil, répondit en se retournant sur l'autre côté. Woher weiß ich denn, ob du nicht deinen Begleiter, mit dem du gestern Abend eingekehrt bist, umgebracht hast und nun dein Heil in der Flucht suchst? À cet instant, je me rappelle, je vis la terre s'entr'ouvrir et tout au fond, le Tartare avec le chien Cerbère tout prêt à me dévorer. Il me revenait clairement à l'esprit que la brave Méroé ne m'avait pas épargné l'égorgement par charité, mais qu'elle m'avait réservé la crucifixion par cruauté. Je retournai donc dans ma chambre et me mis à réfléchir au genre de mort que je pourrais improviser. Mais la fortune ne m'avait pas procuré d'autre arme fatale que mon petit grabat. Je m'adressai donc à lui. « Nous y voilà, mon grabat bien-aimé, si cher à mon cœur, mon vieux complice, toi qui as supporté avec moi tant de misère, qui as été témoin des événements de cette nuit, le seul auquel je puisse faire appel pour attester mon innocence si on m'accuse. Il me faut descendre aux enfers au plus vite. Procure-moi une arme salutaire. » Sur ce, je me mis à défaire la corde de la natte, je la lançai autour d'une poutre qui passait sous la fenêtre et ressortait de l'autre côté. Je l'y attachai par une extrémité et après avoir exécuté un nœud solide à l'autre bout, je grimpai sur mon grabat pour m'élever vers la mort. Avançai la tête et me glissai le nœud autour du cou. Mais tandis que d'un pied, je repoussais mon point d'appui de façon à ce que, sous le poids de ma chute, le lacet se resserre sur mon gosier et coupe ma respiration, la corde, déjà effilochée et usée, se rompit brutalement. Je dégringolai de haut, atterris sur Socrate, qui était couché à côté de moi et roulait sur le sol avec lui. À cet instant précis, le portier fit irruption en hurlant. « Wo steckst du? In der tiefen Nacht hattest du es so unbändig eilig? Und jetzt schnarchst du unter deiner Decke? » Sur quoi, Socrate se relevant le premier, je ne sais pas si c'était notre chute qui l'avait réveillé ou les cris assourdissants de l'autre, déclara « Non ci hanno torto i clienti a stramaledire tutti i gestori di questa locanda. Guarda qui questo ficcanaso. Se ne fa irruzione a un'ora assurda, secondo me vuole fregarsi qualcosa, e con quelle urla clamorose, mentre me ne dormivo affranto, ha finito per svegliarmi da un sonno profondissimo. » Je me relevai fou de joie, inondé d'un bonheur inespéré. Tu vois, ô le plus zélé de tous les portiers, le voici, mon compagnon, mon frère, celui que tu m'accusais d'avoir tué cette nuit quand tu cuvais ton vin. Sur quoi, je pris Socrate dans mes bras et voulus l'embrasser. Mais lui, saisi par l'odeur du liquide infect dont ses lamis m'avaient aspergé, me repoussa violemment. Via di qua, tanfo di una latrina non plus ultra. Puis, il me demanda en riant pourquoi je sentais comme ça. Mal à l'aise, j'improvisai alors une histoire saugrenue pour détourner son attention, puis, le saisissant par l'épaule, je lui proposai « Bon, pourquoi pas y aller? C'est agréable de voyager le matin. » J'attrapai ma sacoche et après avoir payé le prix du séjour à l'aubergiste, nous nous mîmes en route. Nous avions fait un bon bout de chemin et déjà l'astre se levait, inondant tout de sa lumière. Moi, je n'arrêtais pas de fixer avec curiosité la gorge de mon compagnon à l'endroit où j'avais vu le glaive s'enfoncer et je me disais « Tu es fou, tu as trop bu, tu t'es noyé dans le vin et tu as fait un horrible rêve. Regarde Socrate. Il est sain et sauf, il n'a rien. Où est la blessure? Où est l'éponge? Et où est cette horrible plaie tellement profonde? » Et à lui, ils ont bien raison, les médecins, et on peut les croire quand ils affirment qu'avec un ventre gonflé de nourriture et de boissons, on fait d'affreux cauchemars. Moi, par exemple, hier soir, j'ai un peu forcé sur le vin. J'ai passé une nuit épouvantable avec des hallucinations horribles, au point que maintenant encore, j'ai le sentiment d'être tout arrosé et souillé de sang humain. Socrate me répondit avec un sourire. Beh, non di sangue tu sei stato inondato, ma di urina.
Invece a me, nei miei sogni, mi è sembrato che mi sgozzassero e mi faceva pure male qui, la gola, e mi pareva che mi fosse strappato il cuore stesso e ancora adesso mi manca il respiro e mi tremano le ginocchia, ho il passo mal sicuro e sento proprio il bisogno di mangiare qualcosa per rianimare le forze. Tiens, voilà un casse-croûte, c'est pour toi. Aussitôt, j'ôtai ma besace de mon épaule et lui tendis du fromage et du pain tout en proposant « Allons nous asseoir près de ce platane ». Je me servis moi aussi de quelques provisions. Je regardais mon compagnon avaler son repas comme un glouton quand je le vis défaillir. Son visage se creusa de plus en plus et devint blafard comme le buis. La pâleur qui l'animait l'avait rendu à tel point méconnaissable que je fus saisi d'effroi. En songeant aux furies de la nuit, ma première bouchée de pain, pourtant microscopique, me resta au milieu du gosier, sans pouvoir ni descendre ni remonter. L'absence de voyageurs ne faisait qu'augmenter mes craintes, car qui voudrait croire que sur 2 compagnons de route, l'un des 2 avait été tué sans que l'autre en soit responsable. Lui, après s'être proprement empiffré, fut pris d'une soif pressante. Il faut dire qu'il avait encore ingurgité une copieuse ration de ce délicieux fromage. Non loin des racines du platane, un doux ruisseau s'écoulait paresseusement, semblable à un étang paisible aux reflets d'argent ou de cristal. « Bois un peu d'eau. On dirait du lait, lui dis-je. Il se leva, chercha un endroit un peu plus plat le long de la berge, se mit à genoux et se pencha avec impatience pour attraper une goulée. Ses lèvres n'avaient pas encore effleuré la surface de l'eau que la blessure de son cou s'ouvrit en un profond cratère. L'éponge s'en échappa d'un coup, roula dehors, suivi d'un filet de sang. Son corps sans vie serait tombé dans la rivière si je ne l'avais pas attrapé par un pied, tiré à grand-peine sur la berge. Là, après avoir pleuré mon malheureux compagnon autant que les circonstances le permettaient, je le recouvris de terre sablonneuse près du fleuve pour l'éternité. Quant à moi, terrifié, craignant le pire pour mon sort, je m'enfuis par des chemins écartés et des contrées solitaires. J'ai abandonné ma patrie, mon foyer, et je choisis l'exil comme si j'avais mort d'homme sur la conscience. Je vis maintenant en Étolie, où je me suis remarié. Le sens des répliques de Méroé, de Panthia, du portier, et le sens des répliques courtes de Socrate se déduit aisément du contexte. Quant à la réplique plus longue de Socrate, il y dresse un catalogue des crimes commis par Méroé, des crimes de sorcellerie. Il y raconte comme elle change les gens qu'elle n'aime pas en animaux, en castors, en grenouilles, en béliers. Et aussi que la femme d'un de ses ex-amants, qui a mal parlé d'elle, eh bien, elle s'est arrangée pour qu'elle n'accouche pas et qu'elle reste enceinte perpétuellement. Et aussi, la fois où tous ses détracteurs ont voulu la traîner en justice et où elle les a tous enfermés chez eux, jusqu'à ce qu'ils promettent de ne rien faire contre elle. Et la maison de leur meneur, elle l'a déplacée une nuit devant les remparts d'une autre ville. Arrivé en Thessalie, Lucius se lève le matin, gagné par l'enthousiasme. Il est au cœur du pays des sortilèges, aux origines de l'art magique. Sa curiosité est telle qu'il croit voir des transformations partout, derrière les oiseaux, les pierres, les arbres, les fontaines, autant d'humains métamorphosés. C'est sûr, bientôt les statues et les bœufs vont parler. Il en reste stupide d'un étonnement causé par ses propres désirs d'extraordinaire. Ut primum nocte discussa sol novus die fecit, et somno simule immersus et lectulo. Anxius alioquin et nimis cupidus cognoscendi, quae rara miraque sunt. Reputansque me media Thessaliae loca tenere, quartis magicae nativa cantamina, totius orbis consono ore celebrentur. Fabulaque illoptimi comitis Aristomenis, de situ civitatis suius exhorta. Suspensus alioquin et voto simul et studiu, curiose singula consideraba.
Nec fuit in illa civitate, quod aspiciens credere quod esset. Sed omnia prorsus ferali murmure in aliae figiem translata. Ut et lapides quos offendere de homine duratus, et aues quas audire indide plumatas, et arbores quae pomeriu ambirent similiter foliatas, et fontanus latices de corporibus humanis fluxus credere, ia statuas et imagines incesuras. Parietes locuturus, poes et id genus spequa dicturas praesagiu, di ipso vero caelo, et iubaris orbe subito venturu oraculu. Sic attonitus, immo vero cruciabili desiderio stupidus. Nullo quide vel omnino vestigio cupidinis meae reperto cuncta circum iba tamen. Après s'être séparé d'Aristomène, Lucius se rend à Hypata, chez son hôte Milon. En se promenant dans la ville, il rencontre Birène, une grande dame amie de la famille. Birène fait visiter sa maison à Lucius. Dans l'atrium, un groupe de statues rappelle le mythe d'Action, transformé en cerf pour avoir surpris Diane dans son bain. Je ne me lassais pas d'examiner cet ensemble dont la beauté me coupait le souffle, quand Birène s'adressa à moi. Betrachte alles, was du siehst, als dein eigen. Sur quoi elle pria le reste de l'assistance de s'éloigner pour me parler en tête-à-tête. Une fois que nous fûmes seuls, elle reprit. Bei dieser Göttin, mein liebster Lucius, so wahr ich dich in 1000 Ängsten bin und für dich als mein eigen Liebespfand weit im Voraus sorgen möchte, hüte dich, aber gründlich, hüte dich vor den bösen Künsten und den ruchlosen Verlockungen der Pamphile, die mit dem Milo, den du deinen Gastfreund nennst, verheiratet ist. Sie gilt für eine erstklassige Hexe, für eine Meisterin in jedem Zauberspruch, die durch das Anhauchen von Zweigen, Steinchen und derartig unbedeutenden Dingen das ganze Licht der gestirnten Welt in die Tiefe des Tartarus und das alte Chaos zu versenken versteht. Sobald sie einen jungen Mann von schöner Gestalt erblickt, wird sie von seiner Anmut gepackt und wendet auf der Stelle ihre Augen und ihre Gedanken auf ihn. Sie schmeichelt sich bei ihm ein, drängt sich in sein Herz und fesselt ihn mit ewigen Banden einer abgrundtiefen Liebe. Dann verwandelt sie auch die weniger willfährigen und wegen ihrer Sprödigkeit für sie Wertlosen im Nu in Steine und in Tiere und jedes beliebige Wesen. Andern aber löscht sie das Lebenslicht ganz aus. Deswegen habe ich Angst um dich und rate dir, dich in Acht zu nehmen. Denn sie gerät dauernd in Liebesglut und du bist durch Jugend und Schönheit gerade ihr Fall. Voilà ce que me dit Birène. Elle avait l'air vraiment inquiète. Birène met Lucius en garde contre les pouvoirs maléfiques de Pamphilée, femme de son hôte Milon. Quand un jeune homme lui plaît, elle ne recule devant rien pour se l'assujettir, puis le tue. Ici, nous retrouvons Lucius avec la sulfureuse Pamphilée et son mari Milon. Ils examinent les vertus d'une lampe magique. Quaequeia vespera lucerna intuens Pamphile. Quel averse pour demain! C'est la lampe qui me l'annonce, Milon. Et arrête de rire. Admirable Sibylle que nous avons là, au courant de toutes les affaires du ciel. Du haut de cette tige qui la porte, il n'est sans doute pas un mouvement du soleil qu'elle n'observe. Adaec ego subiciens. C'est là effectivement une des premières notions de l'art divinatoire, et la chose est toute simple. Cette petite flamme, allumée par une main mortelle, n'est rien moins qu'une étincelle du feu céleste. Une secrète correspondance existe entre elle et sa divine origine. Elle sait ce qui va se passer là-haut, pourquoi ne pourrait-elle pas le prédire? À ce propos, nous avons maintenant à Corinthe un Chaldéen qui fait des consultations merveilleuses et qui met toute la ville en émoi. Il va inviter le premier venu pour son argent au secret des destinées.
Il sait quel jour il faut choisir pour contracter mariage, pour poser une première pierre, pour entreprendre une affaire de négoce, pour faire route sans mauvaise rencontre ou s'embarquer sous de bons auspices. Moi-même, je l'ai consulté sur mon voyage, il m'en a dit long. Le merveilleux s'y trouve et la variété aussi. C'est toute une histoire merveilleuse en vérité, et qui, à l'en croire, fournira matière à plus d'un livre. C'est au tour de Milon de raconter une histoire. Un grand classique, l'arroseur arrosé. E com'è fatto d'aspetto? E che nome porta questo tuo caldeo? Grand, plutôt basané, il s'appelle Diofane. Ma è lui di certo e nessun altro. Sì, è passato pure qui da noi e allo stesso modo ha profetato a molti molte cose. E aveva già ottenuto non pochi compensi, che dico, anzi, opulenti guadagni, quando è incappato in una fortuna che non saprei se dire più spietata o sciagurata. Infatti un giorno se ne stava circondato da una fitta siepe di gente a dispensare destini a chi gli stava intorno a far corona, quando gli si avvicinò un mercante, un certo Cerdone, che voleva conoscere il giorno ottimale per un viaggio. Lui ne sceglie uno e glielo indica. L'altro aveva già sfoderato la borsa, già messo in fila i soldi, già contati 100 denari che si prendesse come compenso della profezia, quando ecco un ragazzetto dall'aria nobile, sgattaiolando da dietro fino a lui, lo prende per la veste e come si gira lo abbraccia e lo bacia strettissimo. Diofane se lo bacia anche lui e se lo fa sedere vicino, e poi, colpito e stupito per l'improvviso incontro e dimentico dell'affare che stava concludendo, comincia a dirgli: Seit wie lange erwarte ich dich schon? Und jetzt kommst du? Al che l'altro risponde: Je viens d'arriver, au coucher du soleil. Mais, et toi, mon frère, à ton tour, raconte-moi comment s'est passé ton voyage sur terre et sur mer, depuis que tu as filé de l'île de Bé. Parole a cui quell'illustre caldeo Diofane, vedovo del cervello e non ancora in sé, se ne esce. Allen meinen Feinden und Gegnern möge solche Reise zuteil werden. So grausig. Ja, geradezu wie die des Odysseus war sie. Denn das Schiff selbst, auf dem wir fuhren, wurde von mannigfachen Wirbelstürmen hin und her geworfen, verlor beide Steuerruder und wurde gerade noch knapp an den jenseitigen Strand getrieben. Dort versank es jäh in die Tiefe. Und wir konnten uns kaum nach Verlust unserer Habe durch Schwimmen retten. Was wir aber durch das Mitleid von Fremden oder durch das Wohlwollen von Freunden eingeheimst haben, das hat dann alles eine Räuberschar sich angeeignet. Und als mein einziger Bruder, der Arignotus, sich ihrer Kühnheit widersetzte, da ist der Ärmste vor diesen meinen Augen ermordet worden. E tutto costernato stava ancora narrando quando quel mercante Cerdone riammonticchiò di nuovo il gruzzolo che aveva destinato al compenso e se la filò di corsa. Fu solo allora che finalmente Diofane si risvegliò e si rese conto della gaffe e di quanto era stato stupido, vedendo anche noi che gli stavamo tutti intorno sbellicarci in massa dalle gran risate. Ma davvero, possa te solo fra tutti, Lucio mio signore, avere detto il vero quel caldeo, sia tu felice e possa continuare con ogni favore il tuo viaggio. Milon raconte qu'un même Diofane a aussi œuvré à Ipata. Un jour où, entouré d'une foule nombreuse, il faisait des prédictions à un marchand, tout à coup un jeune homme arrive, l'accoste, Diofane l'accueille avec joie, lui demande depuis combien de temps il est là. Le jeune homme lui dit « mais je suis arrivé la veille » et lui demande comment s'est passé son voyage. Diofane raconte alors que ce voyage a été horrible, qu'ils ont essuyé une tempête affreuse, qu'il y a eu des brigands et que son frère s'est fait tuer. À ce moment-là, la foule éclate de rire. Diofane se rend compte, un peu tard, qu'il a trop parlé. Vous suivez toujours, parce qu'ici, ça ne rigole plus. On est dans la nécromancie.
Et dans nécromancie, il y a né. Et Lucius avait prophétisé la pandémie. Vous comprendrez plus tard si vous êtes leste. Maintenant, c'est un convive de Byrène, Téliphron, un jeune toujours fauché, qui raconte l'histoire de sa propre mésaventure. J'étais encore en tutelle à Milet quand l'idée me vint d'aller aux Jeux Olympiques. J'étais curieux au dernier point de visiter cette province célèbre. Après avoir parcouru toute la Thessalie, pour mon malheur, j'arrive à Larisse. Le voyage m'avait mis des plus mal en espèces et j'errais par la ville en rêvant aux expédients. Au milieu d'une place, j'aperçois un vieillard de haute taille qui était monté sur une borne et criait à pleine voix. Vem vill bevaka en död? Nämn ett pris! Garder un mort contre de l'argent? Que signifie cette proclamation? Avez-vous peur que vos morts ne s'enfuient? Frä, ich snackar som en barn och en frände. I solve är in Thessalien. Det är helt tråfina, det vill alltid travel, det dåds ansi. Det är hovedelen fra deras trullban. Eh s'il vous plaît, pour cette lugubre faction, quelle est la consigne? I sol hold öja i hela natten, helt öppen ögonen och fast på li. I sol icke lukkende ögonen, ändå mindre kiger till venstre och höger. Car ces maudits caméléons femelles se glissent souvent en tapinois sous une forme quelconque. L'œil du soleil ou de la justice y serait lui-même tombé. Elle se change en chien, en souris, en mouche même au besoin. Puis vite un enchantement et la gardienne s'endorme. On n'en finirait pas à décrire toutes les surprises imaginées par ces infernales créatures pour en venir à leur fin. Notez que, pour salaire, on offre guère plus de 4 à 6 pièces d'or à qui se charge de ce périlleux service. Ah, j'oubliais, le gardien, dans le cas où le corps ne serait pas retrouvé dans son entier, est chargé de remplacer ce qui manque, pièce par pièce, avec la chair de sa propre face. Ainsi renseigné, je prends mon courage à deux mains, je vais droit au crieur et lui dis « Ménagez vos poumons, voici le gardien tout trouvé. Voyons le prix. » Du kommer att få 1000 spänn, men håll noga koll på honom, kompis. Den döda är sonen till en av stadens främsta. Var på din vakt mot de där förhatliga harpyrorna. Bagatelle, recommandation inutile. Pour 1000 écus, j'assume. Je suis un corps de fer, et pour la vigilance, un lancer, un argus, des yeux partout. J'avais à peine fini qu'il me conduit à une maison dont les principales issues étaient fermées. Nous entrons par une petite porte de derrière et j'arrive à un appartement dont tous les jours interceptés excluaient la lumière du dehors et où pourtant je parvins à apercevoir une femme éplorée et en deuil des pieds à la tête. Se här, en bestämd man som tänker vaka över makes kropp. À ces mots, la dame écarte ses cheveux des deux côtés de son visage, dont la beauté me frappa au milieu de ses larmes, et arrêtant ses regards sur moi. You know that your job requires a lot of supervision. Soyez sans inquiétude, pourvu que j'ai un supplément de prix raisonnable. Elle y consent et se levant aussitôt me conduit dans une autre chambre. Là se trouvait le corps du défunt, recouvert d'un linceul éclatant. Elle le découvre en présence de 7 personnes appelées comme témoins. Et à cette vue, ses larmes recommencent à couler. Puis, après un moment de silence, adjurant les assistants, elle procède sous leurs yeux à une revue exacte de tous les membres. L'inventaire en est dressé sur une tablette. One nose intact, 2 untouched eyes, 2 ears complete, the lips unscattered, nothing is missing from the chin. Citizens, good and true bear testimony to this. Elle dit, et, les sceaux étant apposés aux tablettes, elle se retira. Me voilà donc livrée à moi-même, avec la compagnie d'un cadavre pour passe-temps. Je me frotte les yeux pour éloigner le sommeil et, de temps à autre, je fredonne une chanson pour me donner du cœur au ventre. Arrive la brune, puis la nuit épaisse, profonde, la nuit dans toute son horreur. Ma frayeur croissait avec les ténèbres. Tout à coup, une belette se glisse dans la chambre, vient se poser devant moi et se met à me regarder en face avec la dernière assurance. Tant d'audace dans ce petit animal ne me troubla pas médiocrement. J'ose enfin lui adresser ces paroles. Quinabis, inspurata bestia, teque ad tui similes musculos recondis, antequam nostri vim presentariam experiaris. Quinabis. Leste, elle détale et disparaît de la chambre. Mais au même instant, je m'abîme en un sommeil profond, si bien que le dieu de Delphes lui-même, voyant là 2 corps gisants, aurait eu peine à distinguer le vivant du mort. J'étais bien là, en effet, comme si je n'y eusse pas été privée de tout sentiment, dans un état à être gardée plutôt qu'à garder moi-même. Déjà, la retraite de la nuit était sonnée par tous les coqs du voisinage. Je m'éveille en sursaut et, dans le dernier effroi, je cours au cadavre. J'en approche la lumière
et j'examine en détail si le dépôt dont j'avais pris charge se trouvait dans son intégrité. Bientôt l'épouse infortunée, suivie des témoins de la veille, entre brusquement. L'œil en pleurs et tout effaré, elle se précipite sur le corps, qu'elle couvre longtemps de ses baisers. Puis la lampe à la main, elle en fait un recollement complet. Alors elle se retourne, appelle son intendant Philodespotus et lui ordonne de payer sur le champ l'excellent gardien. Young man, I am extremely grateful to you, and in return for this dedicated service, I count you among my friends. Moi, dans l'extase de ce gain inespéré et tout ébloui de l'or que je faisais sonner dans ma main. Dites votre serviteur, madame. À la première occasion, je suis à vos ordres. Vous n'avez qu'à parler. À peine avais-je prononcé ces paroles que tous les amis de la veuve éclatent en exécration et fondent en masse sur moi, se faisant arme de tout. C'est à qui me brisera les mâchoires et les épaules de ses poings ou de ses coudes, à qui me froissera les côtes ou me lancera son coup de pied. Mes cheveux sont arrachés, mes habits déchirés en lambeaux. Enfin meurtri et malmené, autant que le furent jamais le beau chasseur Adonis ou le dédaigneux fils de Calliope, je me vois impitoyablement jeté hors du logis. Pendant que, sur une place voisine, je cherchais à reprendre mes esprits, je m'avisai un peu tard de la sinistre inconvenance de mes paroles et convins que je n'avais pas encore été rossé comme je le méritais. Pendant ce temps, le cérémonial des pleurs et des cris avait été son train, et le cortège, d'une ordonnance conforme à l'usage du pays, s'avançait au milieu de la place, avec la pompe convenable à la qualité du défunt. Tout à coup, un vieillard accourt, les yeux mouillés de pleurs et arrachant les cheveux de sa tête chenue. Il étend précipitamment les deux mains sur le lit funèbre. Citoyens, par tout ce que vous avez de plus sacré, au nom de la piété publique, vengez le meurtre d'un de vos frères. Cette misérable, cette infâme créature s'est souillée du plus grand des forfaits. J'appelle sur sa tête toutes les sévérités de la justice. C'est sa main, et sa main seule, qui a fait périr par le poison ce malheureux jeune homme. Un amour adultère et l'appât de sa succession ont poussé une épouse à ce crime. Le vieillard allait de l'un à l'autre, ne cessant de faire entendre ses plaintes lamentables. Déjà les esprits s'irritent. Le crime paraît probable, on y croit. « Saxa, ignem !» s'écrie-t-on de toutes parts. Et voilà les enfants qu'on excite contre cette malheureuse. Elle, le visage baigné de pleurs de commande, et simulant de son mieux l'horreur d'un tel attentat, prenait tous les dieux à témoin de son innocence. Eh bien, reposons-nous sur la divine providence du soin de manifester la vérité. Il y a ici un Égyptien nommé Zatklas, prophète du premier ordre. Dès longtemps, il s'est engagé avec moi, au prix d'une somme considérable, à évoquer temporairement une âme du fond des enfers et à lui faire animer de nouveau le corps qu'elle aurait quitté. Il dit et fait avancer au milieu de l'assemblée un jeune homme couvert d'une robe de lin, chaussé d'écorce de palmier, le poil rasé entièrement. Et après lui avoir longtemps baisé les mains et même embrassé les genoux, il lui adresse ces paroles. « Ô pontife, ayez pitié de nous. Je vous en conjure par les célestes flambeaux, par les divinités infernales, par tous les éléments de cet univers et le silence des nuits et les mystères de Coptos et les crues du Nil et les arcanes de Memphis et les sistres de Pharos. Que ces yeux fermés pour l'éternité puissent un moment se rouvrir au soleil et ressaisir la lumière des cieux. Nous ne voulons pas troubler l'ordre naturel, ni disputer à la terre ce qui lui appartient. C'est afin que justice soit rendue aux morts que nous demandons pour lui ce retour d'un moment à l'existence. » Cette allocution eut son effet sur le prophète. Il appliqua 3 fois une certaine herbe sur la bouche du défunt, puis une autre herbe autant de fois sur sa poitrine. Se tournant alors vers l'Orient, il adresse une prière tacite au soleil qui s'élevait majestueusement au-dessus de l'horizon. Ce préliminaire imposant émeut et préoccupe les spectateurs et les met dans une grande attente du miracle qui va s'accomplir. Je me mêle à la foule et, montant sur une borne, derrière le lit funèbre, je regardais de tous mes yeux. Un léger soulèvement se manifeste vers la poitrine du mort. Son pouls recommence à battre, ses poumons à jouer. Le cadavre se met sur son séant, la voix du jeune homme se fait entendre. J'avais déjà bu l'eau du Léthé et presque franchi les marais du Styx. Pourquoi me rengager dans les tristes devoirs de cette vie éphémère? Cessez de grâce et me rendez à mon repos. Ainsi parla le cadavre. Mais le prophète lui dit d'un ton impératif. Il faut tout révéler. Il faut mettre au grand jour le secret de la tombe. Ne sais-tu pas que mes accents ont le pouvoir d'évoquer les Euménides et de livrer tes membres aux tortures qu'elles savent infliger? Le mort, poussant alors un profond gémissement, se tourne vers le peuple et dit. La femme que j'avais épousée a causé mon trépas. J'ai péri par le poison,
et ma couche n'était pas refroidie que déjà l'adultère venait la souiller. À cette accusation, l'épouse, serment d'une effronterie sans pareille, oppose un sacrilège démenti. La foule s'agite, les esprits se partagent. Les uns veulent que, sans plus tarder, cette femme scélérate soit ensevelie toute vive avec son mari. D'autres crient au prestige et soutiennent que le cadavre a menti. Mais bientôt, la question est tranchée par une révélation accessoire du défunt, poussant un nouveau et plus profond soupir. Je vais prouver jusqu'à l'évidence que je n'ai dit que la vérité, et cela par une circonstance à moi seul connue. Pendant que ce fidèle surveillant faisait si bonne garde auprès de mon corps, des sorcières qui avaient jeté le dévolu sur ma dépouille ont vainement cherché, sous diverses formes, à mettre sa vigilance en défaut. Enfin, elles ont étendu sur lui les vapeurs du sommeil, et l'ayant plongé dans une sorte de léthargie, elles n'ont cessé de m'appeler par mon nom, tant qu'enfin mes membres engourdis et mon corps déjà glacé commençaient à s'évertuer pour répondre à la magique sommation. Celui-ci, qui était bien vivant, et qui n'avait d'un mort que l'apparence, entendant prononcer son nom, car nous portons le même, se lève sans savoir pourquoi, s'avance comme un fantôme, et machinalement va donner contre la porte. Elle était bien fermée, mais il s'y trouvait une ouverture au travers de laquelle on lui coupa successivement d'abord le nez, puis les oreilles, amputation qu'il n'a subie qu'à mon défaut. Les sorcières ont ensuite imaginé un raccord pour déguiser leur larcin. Avec de la cire, elles lui ont façonné une paire d'oreilles qu'elles lui ont appliquées très proprement et lui ont adapté de même un nez tout pareil au sien. Voilà où en est ce pauvre homme. On l'a payé non de sa peine, mais de ses mutilations. Tout étourdi d'une telle découverte et voulant m'assurer du fait, je me pince le nez. Mon nez s'enlève. Je me tâte les oreilles. Elles suivent la main. En un clin d'œil, je vois tous les yeux dirigés, tous les doigts braqués sur ma personne. Le rire allait éclater. Pris d'une sueur froide, je me glisse entre les jambes des assistants et parviens à faire retraite. Mais défiguré de la sorte et désormais voué au ridicule, je n'ai plus osé reparaître dans ma famille ni revoir mon pays. Avec mes cheveux, que je rabats sur les côtés, je suis parvenue à cacher la place de mes oreilles. Et ce morceau de linge que je me suis collé sur le visage dissimule assez bien l'accident de mon nez. Et voilà, c'est tout pour moi. Mon véhicule m'attend, un modèle remarquable. Si vous voulez en savoir plus, écoutez la suite. Je vous le conseille vivement parce qu'il y a du vent, des entrailles, du rire, des lunes, des outres pleines et plein de transformations. Une nuit, après un dîner bien arrosé chez Biren, Lucius rentre chez Milon. Au moment où il arrive à la maison, il se fait attaquer par 3 brigands qu'il tue à coups d'épée. Le lendemain matin, on vient le chercher pour le traduire en justice pour le meurtre des 3 hommes. À l'issue du procès, où il se défend comme il peut, il est acquitté. En fait, ce ne sont pas 3 hommes qu'il a tués, mais 3 outres remplis de vin qu'il a percés à coups d'épée. Milon le ramène à la maison, où Lucius retrouve Photis, l'esclave de Milon et de Pamphile, la maîtresse de Lucius. Photis est désespérée. Elle court vers lui et lui dit que c'est elle la responsable, qu'il la batte pour la punir. Lucius l'assure de son amour e lui demande de s'expliquer. Permettimi, ti prego, che prima chiuda per bene le porte della stanza, perché non capiti che, per la profana indiscrezione di un qualche discorso scivolato via di qui, combini un grosso pasticcio. Sur ces mots, elle poussa les verrous et introduisit solidement le crochet. Après quoi, elle se retourna vers moi, m'entoura le cou de ses 2 mains et poursuivit d'une voix basse e presque inaudible. Tremo e ho un bel po' di paura a scoprirti i misteri di questa casa e a rivelarti i reconditi arcani della mia signora. Ma ho di te e della tua dottrina un'opinione più alta, oltre che di famiglia splendida e nobile, oltre che di assai elevato ingegno, sei iniziato a vari culti misterici e conosci a fondo il santo impegno del silenzio. Perciò tutte le cose che avrò affidato al santuario di questo tuo cuore religioso, custodiscile, ti prego, chiuse in quel sacro recinto, e ricompensa la sincerità delle mie confidenze, restando in ciò tenacemente taciturno.
Infatti è questo amore che ti porto che trascina me, la sola fra i mortali a esserne al corrente, a rivelartele. Oramai saprai ogni cosa sulla nostra casa, oramai saprai i mirabolanti segreti della mia padrona, in virtù dei quali le hanno dato retta i trapassati, sono sconvolte le stelle, costretti i numi e gli elementi asserviti. Né mai fa leva sulla forza di quest'arte più di quando ha posto gli occhi su un qualche giovane che si ritrovi un aspetto un po' carino, cosa che a dire il vero le capita piuttosto spesso. E anche adesso, con grande struggimento, si consuma per un certo adolescente di Beozia, bello al massimo grado e ci dà dentro a esercitare tutti i maneggi e ogni macchinazione dell'arte. Pensa che questa sera l'ho udito proprio con queste mie orecchie, ti dico, ce l'aveva con il sole. Visto che non se n'era sceso abbastanza in fretta dal cielo per lasciare di corsa il posto alla notte, favorevole all'esercizio dei suoi traffici di magia, stava lì a minacciargli una nube di caligine e tenebre eterne. Questo giovane lei, mentre tornava dai bagni, l'ha visto ieri per caso che stava dal barbiere e mi ha ordinato di portare via di nascosto un po' dei suoi capelli che erano lì per terra, già caduti sotto i colpi delle forbici. Li stavo raccogliendo furtiva con cura quando il barbiere mi sorprese e siccome ci capita di avere presso chiunque una reputazione pessima, in quanto dedite all'arte dei malefizi, mi acchiappa e mi strilla addosso aspramente. Willst du wohl ablassen, du Abgrund von Frechheit? Immer wieder das Haar ausgesuchter junger Herren zu rauben? Wenn du mit dieser Verruchtheit nicht aufhörst, so werde ich dich ohne Wanken der Behörde ausliefern. E fa seguire alle parole i fatti, mi ficca una mano in mezzo al seno, ci fruga un poco arrabbiatissimo e ne strappa via i capelli che ci avevo già nascosti. Sono rimasta molto sconvolta da questa faccenda e pensando fra me e me alle abitudini della mia signora, che di solito a questo genere di fiaschi si urta piuttosto aspramente, e giù frustate pesantissime per me, stavo già meditando la fuga. Ma poi l'ho subito lasciata perdere perché mi sei venuto in mente tu. Allora, mentre me ne venivo via sconsolata per il fatto che stavo ritornando proprio a mani vuote, ti vedo uno che con certe forbicette sta lì a tosare degli ottri fatti di capra. Eccoli là, ben legati e gonfiati e già appesi, e sparsi giù per terra i loro peli, biondicci e dunque simili più o meno ai capelli di quel giovane di Beozia. Allora ne porto via un pochino e facendo finta di niente li consegno alla mia signora. Così, alle prime ore della notte, prima che tu tornassi indietro dalla cena, la mia Panfila già fuori di sé salì su un terrazzo ricoperto di assicelle dall'altra parte della casa, spalancato al libero accesso di ogni vento, da cui la vista spazia su tutto l'Oriente e anche su quasi ogni altra direzione. Lei lo pratica in segreto perché si adatta a queste sue arti in sommo grado. E per prima cosa, con il consueto ornamentario, prepara il suo laboratorio ferale, pieno d'erbe aromatiche di tutti i tipi e di lamelle con soprascritte incomprensibili, di rottami di nave naufragate e una strepitosa collezione di pezzi di cadaveri già pianti e perfino già sepolti. Di qua narici e dita, di là chiodi di crocifissi con ancora la carne appiccicata, da un'altra parte il sangue messo via di gente trucidata e teschi mozzati strappati alle fauci delle belve. Poi pronuncia formule magiche su viscere ancora palpitanti e inizia a fare libagioni con liquidi vari, ora acqua di fonte, ora latte di mucca, ora miele di montagna e anche acqua e miele insieme. Poi prende quei peli, li annoda e intreccia bene uno con l'altro
e li mette a bruciare sul carbone vivo con vari aromi. E allora ecco che subito, per l'irresistibile potenza dell'arte magica e la cieca violenza dei numi a ciò forzati, quei corpi di cui i peli stavano fumando con stridore prendono animo umano e sentono e odono e camminano e vengono diritti dove li porta l'odore delle loro spoglie. E al posto di quel giovane beotico balzano sulle porte e si sforzano di entrare. Quando ecco che, ubriaco fradicio per il festino e ingannato dalle tenebre di una notte del tutto priva di luce, tu sfoderi audacemente la spada armato al modo di Aiace impazzito. Ma lui, funesto ad animali vivi, fece a brandelli quegli interi greggi. Tu, di gran lunga più valorosamente, hai fatto rendere l'anima a ben 3 otri di capra gonfiati. Così io, ora, posso abbracciare te, trionfatore sopra i tuoi nemici, senza una macchia di sangue, non omicida già, bensì otricida. Pamphile, la maîtresse de Photis, éperdument amoureuse d'un jeune homme, lui a demandé d'aller chez le barbier, où le jeune homme est en train de se faire couper les cheveux, pour ramasser des cheveux dont elle aura besoin pour ses rituels de sorcellerie. Photis va donc chez le barbier, qui la surprend et la chasse. Bredouille, Photis rentre à la maison et voit un homme en train de tondre des outres en peau de chèvre. Les poils de chèvre ont la même couleur que les cheveux du jeune homme. Aussi, elle en ramasse et les donne à sa maîtresse, qui s'en sert la nuit venue. Les outres prennent donc vie et arrivent chez Milon en même temps que Lucius. Il croit que ce sont des brigands et les transperce. Quelques jours se passent sans incident. Photis arriva un jour en courant, tremblante d'excitation. Elle m'annonça que sa maîtresse avait épuisé tous ses stratagèmes sans que ses amours n'aient fait le moindre progrès, qu'elle allait donc s'emplumer la nuit suivante, devenir oiseau et s'envoler vers son désiré. Je devais donc me tenir prêt en prévision de ce spectacle exceptionnel. La nuit venue, aux environs de la première veille, elle me conduisit sans un bruit, sur la pointe des pieds, à l'étage, jusqu'à l'atelier en question, et m'invita à observer ce qui se passait par une fente de la porte. Voilà Pamphilée qui enlève d'abord tous ses vêtements, ouvre un coffret, en tire plusieurs boîtes, ôte le couvercle de l'une d'elles, épuise de la pommade, s'en frotte les mains longuement, l'étale sur tout le corps, depuis les ongles des pieds jusqu'à la racine des cheveux, avant de se lancer dans un long conciliabule avec sa lampe et d'agiter les bras d'un mouvement saccadé. Il commence à onduler souplement et je vois poindre un duvet délicat et pousser des plumes robustes. Le nez durcit, se recourbe, les ongles se replient, enserrent, crochus. Pamphilée devient hibou. Poussant un ululement plaintif, elle fait quelques essais en sautillant sur le sol, s'élève bientôt dans les airs et s'envole au loin à tire-d'aile. Pamphilée s'était métamorphosée volontairement à l'aide de ses recettes magiques. Quant à moi, sans incantation ni enchantement, je me retrouvais cloué, stupéfixé par ce qui venait de se passer. Je croyais être devenu autre chose, n'importe quoi, sauf Lucius. J'étais en état de choc, égaré jusqu'au délire. Je rêvais debout, je me frottais les yeux un bon moment pour vérifier si j'étais vraiment réveillé. Retrouvant enfin mes esprits, je pris la main de Photis et la portai à mes yeux. Je t'en prie, puisque l'occasion est là, accorde-moi une faveur, immense, unique, fruit de ta passion. Laisse-moi en avoir tout l'usufruit. Par tes petits seins, là, mon petit bonbon de miel, donne-moi un petit peu de cette pommade et attache-toi pour toujours ton esclave par un bienfait dont jamais il ne pourra s'acquitter. Fais de moi, ma Vénus, un Cupidon, ailé
qui volera à tes côtés. Dici sul serio? Vuoi volpeggiarmi, amore mio, e mi chiedi di darmi spontaneamente la zappa sui piedi? Già così, privo di altre armi, mi ti salvo a stento da tutte le troiette di Sessaglia. Ma pensalo, questo qui una volta uccello, dove cercarti e rivederti quando? Les dieux me préservent de commettre un tel crime. Même si je parcourais tout le ciel porté par les ailes de l'aigle sublime, si j'étais le messager dévoué de Jupiter suprême, son porte-enseigne fortuné, une fois accompli le noble devoir de mes peines, je retournerai immédiatement dans mon nid douillet. Je le jure par ce nœud délicieux dans tes cheveux, avec lequel tu t'es attaché mon âme, il n'y a aucune femme que je préfère à ma Fotis. D'ailleurs, j'y pense, une fois que je me serai passé de longan et que j'aurai pris la forme de cet oiseau, je devrais me tenir à l'écart de toute habitation. Quel amant charmant, quel amant séduisant je serais pour ces dames, un hibou. Et puis, on le sait, quand ces oiseaux nocturnes entrent dans une maison, on les attrape au plus vite et on les cloue sur la porte pour qu'ils expient par leurs souffrances les malheurs que leur vol de mauvais augure annonce à ses habitants. Mais j'allais presque oublier de te demander, qu'est-ce qu'il me faudra dire ou faire pour me débarrasser des plumes et redevenir le Lucius que je suis? Quanto a questa preoccupazione, puoi stare tranquillo. Infatti la signora mi ha mostrato per filo e per segno tutto ciò che può far ritornare queste figure alle forme umane. E non pensare che l'abbia fatto per alcun particolare favore, ma perché quando torna la possa soccorrere con il rimedio opportuno. Guarda dunque da quante piccole e trascurabili erbette si riesca a compiere un simile prodigio. Un po' di aneto messo in acqua di fonte con foglie di alloro, da usare come lavanda e pozione. Tout en me répétant ces paroles rassurantes, elle se glissa dans la pièce, tremblante d'émotion, et tira une petite boîte du coffret. Je m'en emparai, la couvris de baisers, en la suppliant de m'être bienveillante et de m'accorder un vol heureux. Puis, ôtant à la hâte tous mes vêtements, j'y plongeai avidement les mains, puisai une bonne dose de pommade et en frictionnai chaque partie de mon corps. Déjà j'agitais les bras de haut en bas, de bas en haut, en m'efforçant de faire l'oiseau, mais pas la moindre petite plume, nulle part le plus petit duvet. En revanche, pas de doute, mes poils s'épaississaient jusqu'à devenir des crins, ma peau si délicate durcissait jusqu'à devenir du cuir. À l'extrémité de mes mains, tous mes doigts se contractaient pour former un unique sabot, et du bas de mon échine émergeait une longue queue. Me voilà avec une tête énorme, une bouche distendue, des naseaux béants, des babines pendantes. De même, mes oreilles s'allongent démesurément et se hérissent de poils. À cette lamentable métamorphose, je ne voyais aucune consolation, si ce n'est pour moi, qui ne pouvais plus posséder Fotis désormais, mon sexe qui grandissait et grandissait. En examinant l'une après l'autre les parties de mon corps, j'aboutis à ce constat irréfutable: je n'étais pas un oiseau, mais un âne. Je maudissais la maladresse de Fotis, mais privé désormais de gestes et de langage humain, je fis la seule chose dont j'étais capable. La lippe pendante, je coulai vers elle un regard oblique, les yeux humides, lourds de reproches muets. Quand elle me vit comme ça, elle se mit à se frapper le visage avec ses mains et s'écria: Sono morta, me infelice! La fretta e la trepidazione mi hanno fatto sbagliare e la somiglianza dei barattoli mi ha ingannata. Ma meno male che l'antidoto per questa metamorfosi è facile da trovare. Ti basterà infatti rosicchiare delle rose e uscirai dall'asino e tornerai all'istante a essere reintegrato nel mio Lucio. Ah, se anche stasera, come al solito, avessi preparato per noi qualche coroncina.
Non dovresti subire nemmeno questo ritardo di una sola notte, ma alle prime luci dell'alba ti procurerò in tutta fretta il rimedio. Voilà pour les lamentations de Fotis. Quant à moi, j'étais peut-être devenu un âne achevé, une parfaite bourrique, en lieu et place de Lucius. Je n'en gardais pas moins mon intelligence humaine. Je me mis donc à délibérer avec moi-même, longuement, intensément, en me demandant si je ne devais pas tuer cette femelle, traîtresse entre toutes, la plus scélérate des scélérates, en la sommant à coups de sabot et en la mordant de toutes mes dents. Mais à la réflexion, j'abandonnais ce projet inconsidéré. Il ne fallait pas anéantir mes chances de salut en condamnant Fotis à mort. Alors, baissant et secouant la tête, je me contentais pour le moment de ruminer ma honte, et me soumettant à mon terrible sort, je m'en allais rejoindre dans l'écurie mon cheval bien-aimé, ma monture loyale entre toutes. Dans sa première intervention, Fotis refuse de montrer à Lucius comment se transformer en chouette. Elle a peur qu'une fois transformé, il s'envole et la quitte. Dans sa deuxième intervention, elle le rassure. Pamphilé lui a montré tous les antidotes pour que son esclave puisse l'aider à recouvrer forme humaine si une fois elle l'a oublié. Dans sa troisième intervention, elle est désespérée. Elle s'en veut. Sous le coup du stress, elle s'est trompée de boîte. Mais c'est pas si grave que ça. Il suffira à Lucius de manger des roses. Oh, elle aurait dû préparer les guirlandes. Mais c'est pas grave. Elle les lui apportera le lendemain. Quelques heures après que Lucius, âne, a rejoint son cheval et l'autre âne à l'écurie, des brigands attaquent la maison de Milon. Ils mettent la maison à sac, puis emmènent l'âne Lucius chargé de leur butin. S'ensuivent des années terribles pour l'âne Lucius, des années où il change souvent de propriétaire, où il vit des aventures affreuses qui lui font voir les tréfonds de l'âme humaine. Pendant toutes ces années, il essaye de manger des roses, mais il n'y parvient jamais. Un soir, après avoir échappé à une mort horrible, il se retrouve au bord de la mer. Il voit la lune se lever sur les flots et lui adresse une prière fervente. Durant son sommeil, Isis lui apparaît et lui dit ce qu'il doit faire lors des cérémonies du lendemain pour recouvrer sa forme humaine. Le jour se lève et Lucius observe avec attention les processions qui se suivent. Voici venir la grâce promise par la déesse miséricordieuse entre toutes. Voici que s'avance le prêtre porteur de mes destins et de mon salut, avec les insignes décrits par la divine promesse. Dans sa main droite, il tenait un sistre pour la déesse, et pour moi, une couronne. Une couronne par Hercule, ô combien méritée, puisqu'après avoir essuyé tant de malheurs épouvantables, après avoir surmonté tant de difficultés, grâce à la providence de la plus grande des déesses, j'allais triompher de la fortune qui s'acharnait contre moi avec la dernière cruauté. Mais malgré l'euphorie qui me gagnait tout à coup, je me gardais de me montrer trop fougueux, craignant bien sûr que l'irruption soudaine d'un quadrupède ne vînt semer la confusion dans le paisible déroulement de la cérémonie. D'un pas pondéré et, disons-le, quasi humain, je me faufilais avec 1000 précautions en pivotant des épaules au milieu de la foule qui, poussée sans doute par une inspiration divine, s'effaçait devant moi. Quant au prêtre, comme je pus le voir ensuite, il avait été averti par l'oracle nocturne. Émerveillé que tout coïncidât ainsi avec les instructions qu'il avait reçues, il s'immobilisa instantanément et tendit sa main droite en brandissant la couronne sous mon museau. Alors moi, tout tremblant, le cœur battant la chamade, je happais vivement cette couronne sertie de roses charmantes et éclatantes, et la dévorais, impatient de voir s'accomplir la promesse. Elle ne m'avait pas trompé. Cette promesse céleste, en un instant, je fus dépouillé de mon faciès animal et difforme.
D'abord, ce fut mon crin rugueux qui disparut, puis mon cuir épais qui s'amenuisa. Mon ventre obèse se dégonfla. À la plante de mes pieds, des doigts jaillirent de mes sabots. Mes mains n'étaient plus des pattes, elles s'allongèrent et reprirent leur fonction verticale. Mon long cou rapetissa, ma tête et ma bouche s'arrondirent, mes oreilles interminables redevinrent menues comme avant. Mes dents, comme des briques, retrouvèrent leur proportion humaine, et ce qui, auparavant, me tourmentait plus que tout, ma queue disparut. Les gens étaient stupéfaits. Les fidèles louaient la puissance si manifeste de la divinité suprême et l'extraordinaire facilité avec laquelle elle avait accompli cette métamorphose, exactement comme les visions nocturnes l'avaient annoncé. À voix haute, tous en chœur, les mains tendues vers le ciel, ils rendaient témoignage de la grâce éclatante accordée par la déesse.